Ma femme a jeté mon gâteau d'anniversaire par terre devant 30 personnes, m'a regardé droit dans les yeux et a dit « mange-le sur le sol ». Puis elle a ri. Sa mère a ri. Sa sœur a ri. Ses 2 frères ont ri. Même le cousin qui me connaissait à peine, celui qui s'était pointé sans y être invité et qui avait mangé 4 assiettes de nourriture. Lui aussi a ri. Et je suis resté là, assis en bout de table à mon propre anniversaire, entouré des restes d'un gâteau à 275 € que j'avais payé moi-même, dans un restaurant que j'avais réservé 6 semaines à l'avance. Dans un salon privé que j'avais spécifiquement demandé pour que ma femme se sente à l'aise avec sa famille autour d'elle. Je n'ai pas dit un mot, non pas parce que j'étais faible, non pas parce que j'étais gêné, non pas parce que je ne savais pas ce qui venait de se passer. Je n'ai pas dit un mot parce que je savais déjà ce que j'allais faire. Et à minuit, le soir même, 100 appels manqués s'étaient accumulés sur le téléphone de Jacqueline. La conversation de groupe que gérait sa mère, celle à laquelle je n'avais jamais été ajouté, avait apparemment explosé. Sa sœur appelait depuis sa voiture. Son frère menaçait de venir. Tout cela à cause d'un SMS que j'avais envoyé à 21h48, pendant que ma femme était encore sortie fêter mon anniversaire sans moi. 7 mots. Je retire mon nom des prêts demain. Mais je vais trop vite, car avant de comprendre ce que j'ai fait cette nuit-là, vous devez comprendre quel genre d'homme j'étais avant que tout cela ne commence. Et vous devez comprendre dans quel genre de famille j'étais entré par alliance. Parce que le gâteau d'anniversaire n'était pas le début. Ce fut simplement le moment où j'ai enfin vu clair. Avant que vous ne continuiez à regarder, si cette histoire résonne en vous, si vous avez déjà été humilié par les personnes qui étaient censées vous aimer, ou si vous êtes déjà resté silencieux alors que vous auriez dû parler, abonnez-vous à cette chaîne, cliquez sur le bouton j'aime. Laissez un commentaire et dites-moi, avez-vous déjà souri en traversant une épreuve qui vous détruisait de l'intérieur? Je veux tous les lire. Maintenant, laissez-moi vous raconter toute l'histoire. Je m'appelle Christophe Dupont. J'ai 37 ans. Je suis responsable principal des risques de portefeuille au groupe Méridien, une entreprise de services financiers de taille moyenne dont le siège social se trouve dans le quartier de la Défense à Paris, en Île-de-France. Je travaille dans l'évaluation des risques depuis 12 ans. C'est exactement le genre de travail qui semble ennuyeux lors des dîners mondains, jusqu'à ce que quelqu'un demande ce que cela signifie réellement. Et là, j'explique que ma signature est ce qui se dresse entre une entreprise et la ruine financière. Et soudain, la pièce devient un peu plus silencieuse. Concrètement, voici ce que cela signifie, je ne me contente pas d'analyser le risque, je le garantis. Mon nom figure sur les contrats. Mon crédit soutient les transactions. Lorsqu'une entreprise a besoin d'un garant principal pour sécuriser un financement, un véritable être humain avec un profil financier réel, prêt à être personnellement responsable, elle s'adresse à des gens comme moi. J'ai passé 12 ans à me bâtir un profil de crédit et une réputation professionnelle que la plupart des gens dans mon domaine passent leur carrière entière à poursuivre, une note de crédit de 791, aucun retard de paiement, 3 lettres de référence professionnelle de prêteurs institutionnels. Une déclaration financière personnelle qui fait véritablement sourire les courtiers en prêts immobiliers lorsqu'ils ouvrent le dossier. Et pendant 3 ans de mon mariage avec Jacqueline, ce profil avait fonctionné très discrètement, de manière très significative, en faveur de sa famille. Ils n'en connaissaient pas toute l'étendue, ou plutôt, ils en savaient juste assez pour en tirer parti et pas assez pour s'en montrer reconnaissants. J'ai rencontré Jacqueline Armand lors d'un événement de réseautage professionnel au Palais des Congrès de Paris au printemps 2019. Elle travaillait dans la gestion de marque pour une société régionale de conseil en marketing. Vive, sûre d'elle, le genre de femme qui entre dans une pièce et en comprend immédiatement la géométrie, qui sont les personnes importantes, où se déroulent les vraies conversations. J'ai été attiré par ses certitudes. Je suis le genre de personne qui calcule avant de parler. Jacqueline parlait d'abord et calculait ensuite, et à l'époque, je trouvais cela magnétique. Nous sommes sortis ensemble pendant 2 ans. Je l'ai demandé en mariage sur le parvis du Trocadéro au coucher du soleil, ce dont, avec le recul, je suis un peu gêné, mais elle a pleuré et a dit oui, et ses mains tremblaient quand je lui ai passé la bague au doigt. Et à ce moment-là, j'ai cru tout ce que j'avais besoin de croire. Nous nous sommes mariés au pavillon des étangs. 140 invités. De mon côté de l'allée, ma mère, mon jeune frère Nicolas, 4 amis proches de l'université et quelques collègues. J'aimais sincèrement son côté, 47 personnes. Parce que la mère de Jacqueline, Éléonore Armand, ne croyait pas au rassemblement intime et avait des opinions bien arrêtées sur les plans de table. Éléonore Armand.
J'ai besoin que vous compreniez Éléonore avant que cette histoire n'ait le moindre sens. Éléonore avait 61 ans. C'était une ancienne agente immobilière qui avait arrêté de travailler au décès de son second mari, lequel l'avait laissé suffisamment à l'aise financièrement pour passer ses journées à cultiver des opinions sur les choix des autres. C'était le genre de femme qui appelait sa fille 3 fois par jour et considérait cela comme une preuve d'amour. C'était le genre de femme qui parlait de la profession de son gendre comme de trucs de finance avec un petit geste de la main méprisant, même si ces trucs de finance subventionnaient chaque décision financière importante que sa famille avait prise au cours des 3 dernières années. Elle ne m'avait jamais appelé par mon prénom sans que cela ne sonne comme une note de bas de page. Le premier prêt a commencé petit. C'est toujours ainsi que ces choses commencent. 6 mois après notre mariage, Jacqueline a mentionné que son jeune frère, Damien, essayait d'ouvrir un food truck dans le quartier de Belleville. Il avait l'idée. Il avait l'enthousiasme. Il avait un nom, un logo et une playlist pour sa grande ouverture. Ce qu'il n'avait pas, c'était l'historique de crédit nécessaire pour garantir le financement de l'équipement. Jacqueline m'a demandé si je voulais bien co-signer. J'aimerais vous dire que j'ai délibéré pendant des semaines. Ce n'est pas le cas. J'y ai réfléchi pendant 2 jours, j'ai procédé à une évaluation de base des risques dans ma tête, car c'est véritablement ainsi que mon cerveau fonctionne. J'ai décidé que Damien semblait sérieux et que le montant était gérable, puis j'ai signé. Le food truck a bien marché pendant 8 mois. Puis Damien a pris une série de décisions qui, s'il m'en avait d'abord parlé, auraient fait s'effondrer l'affaire en un trimestre, comme je le lui aurais indiqué. Il ne m'en a pas parlé. Au 10e mois, les paiements ont commencé à arriver en retard. Au 14e mois, ils ont cessé. J'ai couvert le solde restant moi-même plutôt que de laisser cela affecter mon crédit. Je n'en ai rien dit à Jacqueline. Je ne voulais pas créer de drame familial. Ce fut la première erreur, car lorsque vous absorbez les conséquences de quelqu'un en silence, il n'en tire aucune leçon. Il regarde simplement autour de lui et remarque que la conséquence a disparu. Le deuxième prêt était l'idée d'Éléonore, bien qu'il m'ait été présenté comme une conversation de famille. Éléonore voulait aider sa fille Simone, la sœur aînée de Jacqueline, à acheter un appartement près du canal Saint-Martin. Simone avait 39 ans, était locataire depuis 15 ans et voulait se constituer un patrimoine, une ambition raisonnable. Le problème était que le crédit de Simone avait été endommagé par un accord de divorce 2 ans plus tôt, et qu'elle ne pouvait pas obtenir un taux de prêt immobilier compétitif par elle-même. Éléonore a organisé un dîner dominical chez elle, à Neuilly-sur-Seine. Un rôti, du bon vin, tout le monde de bonne humeur. Puis, au dessert, elle m'a regardé et a dit très nonchalamment, comme si elle me demandait de lui passer le pain, qu'elle avait parlé à un prêteur, et que mon nom sur la garantie du prêt immobilier rendrait tout cela possible pour Simone. Cela m'a été présenté comme une gentillesse, une opportunité pour moi de faire partie de la famille d'une manière concrète et significative. J'ai regardé Jacqueline. Elle regardait son assiette. Cela aurait dû tout me dire. J'ai dit que j'y réfléchirais. Éléonore a souri. Le sourire d'une femme qui n'avait jamais entendu l'expression y réfléchir utilisée comme autre chose qu'un précurseur de oui. J'ai fait les calculs cette semaine-là. Les revenus de Simone étaient stables. Le bien immobilier était solide. Le risque était réel mais gérable. Et je voulais sincèrement être le genre de personne qui aidait sa famille quand il le pouvait. J'ai signé en tant que garant principal sur le prêt immobilier de Simone. Mon nom, mon crédit, ma responsabilité financière si quelque chose tournait mal. Simone a obtenu un taux de 4,1% qu'elle n'aurait pas pu espérer sans moi. Personne ne m'a remercié au dîner. Éléonore a dit, merveilleux. Maintenant que c'est réglé. Et elle est passée à un projet de rénovation d'un voisin. Je veux m'arrêter ici parce que je pense que certains d'entre vous se demandent pourquoi j'ai continué à permettre cela. Et je me suis posé cette question plus de fois que je ne peux le compter. La réponse honnête est que j'ai été élevé dans la croyance qu'un homme qui a la capacité d'aider doit aider. Mon père a travaillé pendant 31 ans comme ingénieur en structure à Lyon. Il a co-signé un prêt pour son frère. Il a garanti le refinancement de sa mère. Il a mis son nom sur des documents parce qu'il croyait que la famille signifiait quelque chose au-delà du sentiment. Cela signifiait être présent de manière concrète, spécifique et coûteuse, ce que le sentiment ne pourrait jamais faire. J'ai hérité de cette croyance. Et comme beaucoup de croyances héritées, je n'avais jamais vraiment cherché à savoir si elles s'accompagnaient d'une quelconque réciprocité. Jacqueline m'aimait.
Je le croyais. D'une certaine manière, je le crois encore. Mais Jacqueline venait aussi d'une famille qui avait une compréhension très spécifique de ce à quoi servaient les maris. Et la façon dont j'avais géré le premier prêt, puis le second, avait discrètement communiqué à tous les membres de cette famille que j'étais le genre d'homme à qui l'on pouvait demander sans conséquence. Qu'il n'y aurait jamais de conséquences. Il se trompait sur ce point. Mais il a fallu qu'un gâteau d'anniversaire se retrouve sur le sol d'un restaurant pour que je le dise. Mon 37e anniversaire est tombé un jeudi, début mars. Jacqueline avait prévu un dîner, dans un salon privé au Mont-Vert, un restaurant de la rue de Rivoli que j'aime sincèrement. Des pâtes fraîches maison, une carte des vins sérieuse, le genre d'endroit qui vous donne l'impression qu'un repas vaut le temps qu'on passe à le manger. Elle m'avait dit que ce serait intime, avec des amis proches. Mon frère Nicolas venait en avion de Toulouse. Sa famille serait là. Sa mère, Simone, Damien, sa tante Patricia de Boulogne-Billancourt, mais elle a dit que ce serait équilibré, que ce serait ma soirée. Je suis arrivé à 18h30. Le salon privé pouvait accueillir environ 25 personnes. Quand je suis entré, le nombre d'invités était plus proche de 30, et j'ai immédiatement remarqué que mon camp était plutôt clairsemé. Mon frère Nicolas était là, déjà au bar, l'air vaguement déconcerté. Mes deux amis les plus proches au travail, Thomas et Rousseau, étaient assis ensemble vers le fond, faisant poliment la conversation à des gens qu'ils n'avaient jamais rencontrés. Mon ami d'université, David, avait fait le trajet en voiture depuis Versailles spécialement pour l'occasion. Tous les autres membres de l'assemblée étaient de la famille de Jacqueline, ou des personnes que je n'avais jamais rencontrées et qui semblaient être des amis de la famille de Jacqueline. Je n'ai rien dit. Je me suis assis. J'ai pris un verre. J'ai essayé d'être présent. Éléonore tenait sa cour à l'autre bout de la table, comme elle le faisait toujours, racontant une histoire sur une transaction immobilière qu'elle avait menée 20 ans auparavant, comme si cela s'était produit la veille et constituait sa mythologie personnelle. Damien a été sur son téléphone pendant la majeure partie de la première heure. Simone parlait à deux femmes que je ne reconnaissais pas d'une retraite de yoga qu'elle organisait. Une retraite de yoga qui, alors que j'étais assis là à faire les calculs silencieux que je fais toujours, était probablement financée de manière indirecte par le fait que le remboursement de son prêt immobilier était inférieur à ce qu'il aurait dû être. Le dîner en lui-même s'est bien passé, la nourriture était bonne, il y a eu quelques bons moments. Nicolas a porté un toast chaleureux et sincère, qui m'a donné l'impression, l'espace d'un instant, que la soirée était ce qu'elle devait être. Puis le gâteau est arrivé. C'était un bon gâteau. Je le sais parce que j'avais vu le reçu. Jacqueline l'avait envoyé sur notre compte commun. 295 € provenant d'une boulangerie de la rue des Martyrs. Un gâteau au chocolat à plusieurs étages sur mesure, ce qui est en fait mon préféré. Le personnel l'a apporté avec une bougie sous une petite salve d'applaudissements. Jacqueline s'est levée. Et c'est ce moment que j'ai rejoué tant de fois dans ma tête qu'il a pris l'aspect de quelque chose que j'aurais regardé dans un film plutôt que de quelque chose que j'aurais vécu, parce qu'il n'a toujours pas de sens pour moi, même maintenant. Elle s'est levée et a fait un commentaire. Je ne le répéterai pas mot pour mot parce que je ne comprends toujours pas complètement ce qu'elle voulait dire. Qu'il s'agisse d'une blague qui aurait catastrophiquement fait un bide, ou de quelque chose qu'elle retenait depuis des mois et qui aurait choisi ce moment pour refaire surface. Mais l'essentiel était que j'étais autoritaire, que j'étais froid, que je gérais tout dans notre mariage comme un tableur Excel, et que peut-être cet anniversaire était approprié, car même la façon dont je l'avais planifié ressemblait à une transaction. La table est devenue silencieuse pendant exactement 2 secondes. Puis Éléonore a ri la première, un rire aigu et clair, comme si elle attendait la permission. Et puis la salle a suivi. Pas en totalité. Nicolas n'a pas ri. Thomas non plus. David non plus. Rousseau a posé son verre et a regardé la nappe, mais une part suffisante de l'assemblée a ri pour que le bruit remplisse l'espace. Et Jacqueline, enhardie par la réaction, s'est penchée en avant et a poussé le gâteau par-dessus le bord de la table. 295 € de gâteau d'anniversaire personnalisé se sont écrasés sur le sol d'un restaurant que je payais, dans un salon privé que j'avais réservé. Mange-le sur le sol, a-t-elle dit. D'autres rirent. Damien avait sorti son téléphone. Je ne savais pas encore s'il filmait. J'ai regardé le gâteau par terre. J'ai regardé ma femme. J'ai regardé Éléonore, qui souriait encore avec la satisfaction spécifique d'une femme qui avait accompli quelque chose pour lequel elle travaillait depuis un moment. J'ai regardé Nicolas, qui était devenu complètement immobile, et je n'ai rien dit.
J'ai pris ma serviette. Je l'ai posée sur la table. J'ai repoussé ma chaise. J'ai dit, d'une voix que j'ai gardée très neutre et très calme, que j'avais besoin de prendre l'air. Et je suis sorti du salon privé, j'ai traversé le restaurant et je me suis retrouvé dans la rue de Rivoli. Il faisait -1 degré. Je suis resté sur le trottoir dans ma veste de smoking, et j'ai pensé très clairement pendant environ 4 minutes, non pas à ce que je ressentais, mais à ce que j'allais faire. J'ai appelé Nicolas depuis l'extérieur. Il est sorti 2 minutes plus tard, son manteau encore déboutonné. « Ça va ?» a-t-il demandé. « J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi », ai-je répondu. « J'ai besoin que tu retournes à l'intérieur, que tu finisses ton dîner, que tu te comportes tout à fait normalement, et que tu ne dises à personne que je t'ai appelé. Christophe, s'il te plaît. » J'ai dit, j'ai besoin de 30 minutes. Il m'a regardé de la même façon que mon frère m'a regardé toute ma vie quand il sait que j'ai déjà pris ma décision. Il a hoché la tête et est retourné à l'intérieur. Je suis resté sur ce trottoir pendant 28 minutes. J'avais mon téléphone. J'avais l'application de notes que j'utilise pour rédiger des brouillons quand j'ai besoin de penser clairement, et j'ai commencé à écrire. Pas une confrontation. Pas un discours. Une liste. Chaque instrument financier auquel mon nom était actuellement rattaché en lien avec la famille de Jacqueline. Le prêt d'équipement de Damien, solde absorbé, clos, mais la demande d'origine figurant toujours sur mon profil de crédit. La garantie de prêt immobilier de Simone, active, mon nom sur le document, ma responsabilité en cas de défaut de paiement. Le troisième élément de la liste était celui qui comptait le plus et celui dont Éléonore ignorait que j'avais connaissance. 3 semaines plus tôt, Jacqueline m'avait dit que sa mère cherchait à refinancer sa maison de Neuilly-sur-Seine. Le prêt immobilier actuel d'Éléonore avait un taux défavorable qu'elle avait bloqué des années auparavant, et un refinancement pourrait lui faire économiser beaucoup d'argent chaque mois. Le prêteur avec lequel elle travaillait avait signalé le ratio d'endettement d'Éléonore comme étant à la limite. Jacqueline avait mentionné, très prudemment, très doucement, qu'Éléonore espérait que je serais prêt à co-signer. Je n'avais pas encore dit oui. Je n'avais pas dit non. C'était toujours sous un statut que j'avais catégorisé intérieurement comme en attente de plus amples informations. Debout sur la rue de Rivoli par -1 degré, avec le gâteau d'anniversaire sur le sol du restaurant derrière moi, ce statut était désormais résolu. J'ai ouvert mes SMS et j'ai tapé un message à l'attention de Jacqueline. Cet mot, je retire mon nom des prêts demain. Je l'ai envoyé à 21h47. Ensuite, j'ai mis mon téléphone dans ma poche et j'ai pris un taxi pour rentrer chez moi. Mon téléphone a commencé à sonner à 21h52. Je n'ai pas répondu. À 22h15, j'avais 40 appels manqués. À 22h45, j'en avais 67. À minuit, le nombre avait dépassé les 100. Les SMS provenaient de numéros que je ne reconnaissais pas toujours. Damien, Simone, le numéro d'Éléonore, que j'avais enregistré sous Éléonore parce que Jacqueline me l'avait demandé, et non parce que je l'avais choisi. 2 numéros que je ne reconnaissais pas, et dont j'ai découvert plus tard qu'il s'agissait d'amis d'Éléonore qui avaient, d'une manière ou d'une autre, été impliqués dans la situation. J'ai retourné mon téléphone et je suis allé me coucher. Pas parce que j'étais en paix. Je veux être honnête avec vous. Je suis resté allongé dans l'obscurité pendant 2 heures à fixer le plafond, en passant en revue toutes les versions de ce à quoi allait ressembler la semaine suivante. Je savais que ça allait être laid. Je savais qu'il y aurait une pression que je ne pouvais pas entièrement anticiper. Je savais que Jacqueline rentrerait à la maison et que je devrais voir son visage. Mais je savais aussi quelque chose que je n'avais pas compris clairement avant cette soirée, la version de moi qui absorbait les conséquences en silence, qui signait sans être remercié, qui s'asseyait en bout de table à son propre anniversaire pendant que sa femme jetait son gâteau par terre. Cette version de moi avait cessé d'exister au moment où Jacqueline a dit « mange-le sur le sol ». Elle est rentrée à 00h40. J'ai entendu la porte. Je l'ai entendu poser ses clés. J'ai entendu le silence particulier de quelqu'un qui essaie de deviner si la personne dans l'autre pièce dort ou attend. J'attendais, mais je ne suis pas allé vers elle. Elle est venue jusqu'à la porte de la chambre. Elle s'est tenue dans l'encadrement. Je pouvais voir sa silhouette se détacher sur la lumière du couloir. « Christophe » a-t-elle dit. « Je ne retire pas mon nom du prêt immobilier de Simone ce soir », ai-je dit avant qu'elle ne puisse continuer. Cela nécessite une procédure formelle et l'implication du prêteur, mais j'ai déjà rédigé la demande et je l'envoie demain matin.
Elle est entrée dans la pièce. Tu ne comprends pas ce que tu fais. Je comprends exactement ce que je fais. Ma mère a-t-elle commencé? Ta mère Harry, ai-je dit. Dans un restaurant que j'ai payé pour mon anniversaire après que tu as jeté un gâteau par terre, et ta mère Harry la première. Jacqueline est restée silencieuse. Je refuse également de co-signer le refinancement d'Éléonore, ai-je ajouté. Je n'avais pas officiellement accepté, donc il n'y a rien de formel à annuler. Je te le dis juste pour que tu aies le temps de la prévenir. Christophe, je t'en prie. Je vais dormir, ai-je dit. Nous pourrons en parler demain. J'étais au bureau à 7h15 le lendemain matin. Je suis très rarement au bureau à 7h15. Mon assistante, Chloé, qui travaille avec moi depuis 4 ans et qui est l'être humain le plus perspicace que j'ai rencontré dans un environnement professionnel, m'a regardé pendant exactement 3 secondes lorsque je suis entré. Puis a très silencieusement déposé un café sur mon bureau sans qu'on le lui demande. J'ai passé les 2 premières heures de cette matinée à faire exactement ce que j'avais dit à Jacqueline que je ferais. J'ai contacté le prêteur gérant la garantie du prêt immobilier de Simone et j'ai initié la procédure formelle pour le retrait d'un garant. Ce n'est pas un processus simple ou immédiat. Cela exige que l'emprunteur principal se qualifie de manière indépendante ou trouve un garant de remplacement, et le prêteur doit approuver la transition. Mais j'en avais fait suffisamment sur le plan professionnel pour connaître exactement la formulation appropriée, le bon service à contacter et la documentation exacte à soumettre. J'ai rédigé la lettre, je l'ai relue et je l'ai envoyée avant 9h. J'ai ensuite appelé mon avocat personnel, un homme nommé Gérard Leblanc, qui travaille dans un cabinet du 8e arrondissement et à qui je fais appel depuis 3 ans pour diverses affaires professionnelles. J'ai expliqué la situation, non pas dans ses contours émotionnels. Gérard n'a pas besoin de contours émotionnels, mais des spécificités financières. Il a posé 3 questions. Il a dit qu'il aurait une évaluation préliminaire de mon exposition financière sur mon bureau avant la fin de la journée. Puis je me suis mis au travail. J'ai effectué des évaluations de risque sur un portefeuille immobilier commercial qui me posait problème. J'ai eu un appel avec notre partenaire de prêt institutionnel à Francfort. J'ai déjeuné à mon bureau. J'ai fonctionné. À 14h17, mon téléphone a sonné avec un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai laissé le répondeur prendre l'appel. Le message vocal venait d'Éléonore, et je vais partager ce qu'elle a dit parce que je pense que c'est important. Christophe. C'est Éléonore. Je pense que nous sommes partis du mauvais pied et je souhaite avoir une conversation avec toi. Ce qui s'est passé hier soir était peut-être de mauvais goût. Je l'admets. Mais tu dois comprendre que Jacqueline était simplement. Elle a été soumise à beaucoup de pression et parfois elle gère cela de manières qui ne sont pas idéales. Je suis sûr que tu peux comprendre ça. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que ce que tu fais en ce moment a des conséquences sur des personnes qui n'ont rien à voir avec la soirée d'hier. Simone n'y est pour rien. Simone a un prêt à rembourser. Elle a une vie. S'il te plaît, rappelle-moi. Je n'ai pas rappelé Éléonore. J'ai en revanche transféré le message vocal à Gérard, car je pensais que sa formulation était instructive. Les 72 heures suivantes ont été, pour reprendre le langage honnête de l'évaluation des risques, un test de résistance. Jacqueline et moi vivions dans le même appartement, mais nous nous contournions de cette manière prudente et épuisante propre aux personnes qui en ont dit à la fois trop et pas assez. Elle allait travailler. J'allais travailler. Elle rentrait. Je rentrais. Nous occupions les mêmes pièces comme des lignes parallèles, présents mais sans jamais nous croiser. Son téléphone n'arrêtait pas. Je pouvais l'entendre. Les vibrations, les sons de notification, les longues tirades de sa voix, basse et tendue, depuis l'autre pièce. Je n'écoutais pas le contenu. Je n'en avais pas besoin. Je savais de quoi parlaient ces conversations. Je savais qui les avait et ce qu'ils voulaient. Le deuxième soir, elle est venue s'asseoir en face de moi dans le salon pendant que je lisais. Elle avait l'air fatiguée. C'est la stricte vérité. Elle avait l'air sincèrement, spécifiquement fatiguée, de la manière dont les gens ont l'air quand ils ont dû gérer quelque chose qu'ils n'avaient pas prévu de devoir gérer. Ma mère va perdre son refinancement, a-t-elle dit. Ta mère n'a pas de refinancement actuellement, ai-je répondu. Elle a une demande en cours. Je ne m'y étais jamais engagé. Tu n'as jamais dit non. Je n'ai jamais dit oui. Elle a regardé par la fenêtre. Simone a peur.
Simone a 6 mois pour se qualifier par elle-même ou trouver un garant de remplacement. Ai-je dit. Gérard a examiné son profil financier. Son ratio d'endettement s'est amélioré depuis le prêt initial. Elle pourrait se qualifier de manière indépendante maintenant. Elle ne le pouvait pas à l'époque. Les choses changent. Gérard? Tu as mêlé ton avocat à ça. J'ai demandé à mon avocat d'évaluer mon exposition financière, ai-je répondu. C'est à cela que servent les avocats. Jacqueline est restée silencieuse pendant un long moment. Puis elle a dit, je n'aurais pas dû faire ce que j'ai fait. J'ai posé mon livre. Non, ai-je dit. Tu n'aurais pas dû. J'essayais d'être drôle, a-t-elle dit. La famille était là et ça m'a échappé. Je l'ai regardé. Et c'est la partie de l'histoire que je trouve la plus difficile à expliquer, car elle m'oblige à être honnête sur quelque chose qui n'est pas flatteur pour moi. Parce qu'à ce moment-là, en regardant ma femme assise en face de moi dans notre appartement, l'air fatigué, pleine de regrets et véritablement humaine, j'ai ressenti quelque chose de complexe. Pas du pardon, pas encore. Mais j'ai ressenti la douleur spécifique qui vient du fait d'aimer quelqu'un tout en étant incapable de l'atteindre à travers la distance créée par ce qu'il a fait. Tu as poussé un gâteau à 275 € sur le sol, ai-je dit, et tu m'as dit de le manger par terre lors de mon propre dîner d'anniversaire devant 30 personnes, y compris mon frère. Je sais. Et ta mère a ri. Je sais. Et Damien avait sorti son téléphone. Elle a levé les yeux brusquement à ces mots. Il n'était pas en train d'enregistrer. Je ne sais pas si c'est vrai, ai-je dit. Mais je ne sais pas non plus ce qu'il aurait fait de cette vidéo s'il en avait une. Elle n'a pas répondu à cela. Jacqueline, ai-je dit. J'ai eu mon nom sur plus de 184 000 € des engagements financiers de ta famille. Je n'ai jamais demandé de reconnaissance. Je n'en ai jamais fait un moyen de pression. J'ai signé parce que tu me l'avais demandé et parce que je croyais que c'était la bonne chose à faire. Et je me suis assis en bout de table pour mon anniversaire? Et je t'ai regardé m'humilier devant tous ceux qui comptent pour moi. Et ta famille a trouvé que c'était divertissant. Ce n'est pas ce que c'était, a-t-elle dit doucement. Alors dis-moi ce que c'était. Elle en fut incapable. Gérard m'est revenu à la fin de la semaine avec une vue d'ensemble complète. La bonne nouvelle était que ma responsabilité directe était plus gérable que le pire scénario que j'avais imaginé. Le prêt immobilier de Simone était le point le plus important, mais comme il l'avait noté, sa qualification indépendante s'était améliorée. La procédure formelle de retrait du garant était en cours et le prêteur avait confirmé la réception de ma documentation. Le délai était d'environ 90 jours pour une résolution complète si Simone coopérait à l'examen de qualification indépendant. La meilleure nouvelle fut ce que Gérard a trouvé lorsqu'il a examiné plus attentivement la documentation du prêt d'équipement initial de Damien. Lorsque les paiements de Damien avaient fait défaut, j'avais moi-même couvert le solde. Ce que je ne savais pas à l'époque, ce que ma propre hâte et ma volonté d'absorber les conséquences m'avaient empêché d'examiner de près, c'est que l'accord de prêt initial contenait une clause spécifique, une disposition d'indemnisation du cosignataire. Celle-ci stipulait qu'en cas de défaut de paiement, le cosignataire avait le droit de réclamer le remboursement intégral à l'emprunteur principal par le biais d'une action civile. Je n'avais jamais exercé ce droit. Il était simplement resté là, inutilisé pendant 2 ans. Gérard m'a communiqué le montant, 8 648 €, la somme que j'avais personnellement couverte au nom de Damien lorsque son food truck s'était effondré. Voulez-vous donner suite, a demandé Gérard. J'ai pensé à Damien assis à ma table d'anniversaire avec son téléphone sorti pendant que la pièce riait. Oui, ai-je répondu. La lettre de mise en demeure formelle a été envoyée à Damien à la fin de la 2e semaine. On m'a dit, car Jacqueline me l'a dit avec une voix très contrôlée, très prudente, que lorsque Damien l'a reçu, il a appelé Éléonore immédiatement, qu'Éléonore a appelé Simone et que Simone a appelé Jacqueline. Et au moment où la chaîne d'appel a achevé son circuit, la conversation de groupe de la famille ressemblait apparemment à une catastrophe naturelle. Éléonore a tenté de me contacter à 4 autres reprises au cours des 10 jours suivants. 2 appels téléphoniques qui sont allés sur la messagerie vocale. Un SMS qui disait « Christophe, je pense que nous devons parler en adulte ». Un email à mon adresse professionnelle que j'ai trouvé véritablement surprenant par son erreur de jugement, étant donné qu'il s'agissait essentiellement d'un appel à mon sens de la loyauté familiale, envoyé sur ma boîte email professionnelle. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Je tiens à préciser une chose ici parce que je pense que c'est important.
Ce que je faisais n'était pas de la vengeance au sens théâtral du terme. Je ne le faisais pas pour voir qui que ce soit souffrir. Je le faisais parce que j'avais regardé très clairement la structure de ma propre vie. Et j'avais vu que j'avais construit quelque chose de réel sur le plan professionnel, financier, personnel, et que j'avais permis que cette structure soit utilisée sans respect, sans reconnaissance et sans conséquence. Le gâteau d'anniversaire a été le moment où j'ai compris que ce schéma n'allait pas se corriger de lui-même. Que la seule chose qui changerait l'équation était de modifier ce que l'équation coûtait. 3 semaines après le dîner, Jacqueline et moi avons eu la conversation que je savais inévitable depuis la nuit où j'avais quitté le Mont-Vert. Nous étions assis à la table de notre cuisine. Pas de téléphone, pas de distraction. C'était un dimanche matin. Une lumière grise à travers les fenêtres, le genre de matin à Paris où l'on a l'impression que la ville retient son souffle. « Je veux te dire quelque chose », a-t-elle déclaré. « Et j'ai besoin que tu l'entendes sans décider de la façon dont tu vas répondre pendant que je parle encore. » J'ai hoché la tête. « J'ai grandi en regardant ma mère tout diriger », a-t-elle raconté. Elle gérait tout et tout le monde. Mon père, avant de partir, avait toujours une longueur de retard sur elle, toujours en train de rattraper le temps perdu. Et quand il est parti, elle a simplement continué à tout diriger elle-même. Et je l'ai regardé faire. Et je crois que j'ai appris. Je crois que j'ai assimilé le fait que la façon dont on gère quelqu'un de capable, de solide et de fiable, c'est en le poussant à bout pour qu'il encaisse. Et c'est tout simplement comme ça que ça marche. Elle est restée silencieuse un moment. « Je t'ai poussé à bout lors de ton dîner d'anniversaire », a-t-elle ajouté. Et tout le monde a ri et je me suis sentie puissante pendant environ 4 secondes. Et puis tu t'es levé et tu es parti, et quelque chose. Quelque chose a basculé en moi et j'ai su que j'avais brisé quelque chose de réel. J'ai attendu. Je ne te demande pas d'annuler ce que tu fais avec les prêts. Je pense que tu as tout à fait le droit de faire ce que tu fais, a-t-elle poursuivi. Je te demande, je nous demande, s'il y a encore quelque chose ici qui vaille la peine d'être recollé. J'ai regardé ma femme de l'autre côté de la table de notre cuisine. À 37 ans, assis en face d'une femme que j'avais choisie délibérément et aimée sincèrement, dans une vie que j'avais construite avec patience et soin, et avec une volonté totale d'engager mon nom. Je ne sais pas, ai-je répondu, et c'était la réponse la plus honnête. Ce n'est pas un non, a-t-elle remarqué. Non, ai-je dit, ce n'est pas un non. Voici où en sont les choses maintenant, 6 mois après ce dîner d'anniversaire. Simone s'est qualifiée de manière indépendante pour son prêt immobilier, le prêteur a confirmé que le retrait du garant était terminé. Mon nom ne figure plus sur ce document. Ma responsabilité est de 0. Je l'ai confirmé par écrit. Éléonore n'a pas obtenu son refinancement au taux favorable qu'elle espérait. Elle a trouvé un autre co-signataire, un de ses cousins de Rouen, qui avait un profil de crédit solide mais pas exceptionnel. Le taux qu'elle a obtenu était correct, sans être exceptionnel. Elle ne m'a pas parlé directement depuis le message vocal qu'elle a laissé sur mon répondeur, ce que je considère comme un résultat acceptable pour toutes les personnes concernées. Damien a réglé la mise en demeure de Gérard concernant les 8 648 € pour un montant de 7 222 €, ce qui représentait une résolution négociée raisonnable, arrivée après un certain délai sous la forme d'un chèque de banque. Je l'ai déposé. Je n'ai pas célébré. J'ai classé le dossier dans mon répertoire de documents personnels, sous la rubrique des affaires classées. Quant à Jacqueline et moi, nous suivons une thérapie de couple. Une fois par semaine, avec une thérapeute nommée Dr Patricia Houssaye, qui consulte dans un cabinet du parc Monceau et qui, je peux le confirmer, ne permet à personne de se couper la parole ou d'éluder les problèmes par l'humour. C'est l'heure la plus inconfortable de ma semaine. Et je pense que c'est probablement la chose la plus utile que j'ai faite depuis des années. Je ne peux pas vous dire où nous finirons. Je n'ai pas les données pour cette projection. Ce que je peux vous dire, c'est que j'entre dans chaque séance comme la personne qui a engagé son nom parce qu'elle croyait en l'idée de la famille, et qui a appris à ses dépens, sur le sol d'un restaurant le jour de son anniversaire. Que la croyance sans limite n'est pas de la générosité. C'est un passif ouvert. J'ai beaucoup réfléchi à ce que je voulais dire aux personnes qui regardent cette vidéo, car je sais que certains d'entre vous sont au milieu d'une version de cette histoire. Peut-être que ce n'est pas un gâteau d'anniversaire. Peut-être que c'est un prêt que vous avez co-signé sans réfléchir. Peut-être que c'est un commentaire que votre conjoint a fait devant des personnes que vous respectiez, et que vous avez souri sans rien dire parce que vous ne saviez pas encore ce que vous alliez faire.
Peut-être qu'il s'agit d'une famille qui puise dans vos ressources depuis des années en appelant cela de l'amour. Ce que j'ai appris, ce que le gâteau d'anniversaire sur le sol du Mont Vert m'a réellement enseigné, c'est ceci. Le moment où vous arrêtez d'absorber silencieusement les conséquences de quelqu'un d'autre est le moment où il apprend que vous n'avez jamais été obligé de les absorber en premier lieu. Ce n'est pas cruel. Ce n'est pas de la vengeance au sens laid du terme. C'est juste une information. C'est montrer à quelqu'un le coût réel de ce qu'il croyait être gratuit. Mon père a co-signé le prêt de son frère parce qu'il croyait que la famille signifiait quelque chose au-delà des sentiments. J'y crois aussi. J'y crois toujours. Mais je sais aussi maintenant ce qu'il ne m'a pas appris, ou peut-être ce que je n'ai pas retenu, à savoir que le mot famille ne blanchit pas le mot respect. Vous ne pouvez pas maltraiter quelqu'un et ensuite vous abriter derrière le mot famille comme si cela annulait la facture. La facture finit toujours par arriver. La mienne est arrivée un jeudi de début mars, dans un salon privé de la rue de Rivoli, par -1 degré sur le trottoir extérieur, alors que j'étais seul avec mon téléphone et mon application de notes, en sachant très clairement ce que j'étais prêt à faire. Cette mot, je retire mon nom des prêts demain. Sans appel manqué à minuit. Et pour la première fois en 3 ans de mariage, j'ai eu l'impression que le risque avait enfin été correctement évalué.